Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des problèmes rencontrés par les SOC avec Ahmed Achak de la société Kevlar. Bonjour Ahmed. Bonjour Johan, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer Bonjour. et Nicolas Rue. Bonjour. Alors Ahmed, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, donc c'est Ahmed, je suis cofondateur et CEO de la société Kevlar AI. Pour vous donner un petit mot sur mon background, mais je viens du monde de l'IA et pas de celui de la cyber. On en reparlera, je pense, dans l'émission, mais justement, la vocation de Kevlar, c'est de juxtaposer les deux au bénéfice des entreprises avec qui nous travaillons. Alors, quelles sont les problématiques qui sont rencontrées par les SOC actuellement ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans un premier temps, il y a un vrai sujet qui est celui de l'alerte fatigue. Ça n'est nouveau pour personne, mais il y a un nombre d'alertes trop important par rapport à la capacité des SOC à les traiter. Il y a un niveau d'automatisation qui est d'ailleurs un peu la cause et la conséquence dans une certaine mesure. Il y a un niveau d'automatisation qui reste inférieur à ce qu'on peut faire, puisque ça reste basé sur des outils statiques, sur des outils dont il faut construire les playbooks, qu'il faut maintenir dans le temps, etc. Et donc la conséquence couplée justement au volume d'alerte dont je parlais au début, la conséquence de ça, c'est que on a une posture défensive qui est très inférieure à ce qu'elle pourrait être. Il est relativement facile pour un attaquant, y compris pour les structures les mieux protégées, il est relativement facile pour un attaquant de pénétrer l'organisation, de surmener le SOC, de les noyer d'alerte, puisqu'encore une fois, ça fait vraiment partie du quotidien. Et d'ailleurs, il y a un autre effet à cela qui est que, et ça n'est malheureusement pas une exagération, il y a un réel sujet de burn-out aussi, des fois, chez les SOC analystes. C'est très difficile de garder un SOC analyste ou une SOC analyste parce Ouais, que alors, c'est un métier qui se veut. ça, c'est de la gestion RH. Mais ce que tu veux dire, c'est que il est très facile de noyer d'alerte de manière à ce que la véritable alerte qui fait qu'il y a une intrusion initiale ne soit pas détectée, soit Absolument. ratée par le SOC. Oui, parce que quand on regarde les capacités à traiter, nous, humains, avons des limites assez nettes là-dessus. On va pas être capable de traiter une centaine d'alertes par jour de façon Oui, mais manuelle. si tu veux, ils ont quand même des SIEM très élaborés avec Oui, des règles extraordinaires. oui. Et tu veux dire, malgré tous ces SIEM et ces règles très élaborées, ça le fait pas. Ah bah, j'ai presque envie de dire que c'est justement à cause de ça que ça ne le fait pas. En fait, ils n'ont pas que des SIEM, ils ont du machine learning, ils ont beaucoup d'IA justement dans la partie détection. C'est d'ailleurs une des choses qui nous ont amené à lancer Kevlar au début, c'était le constat de l'utilisation forte de l'IA sur la partie détection et qui en conséquence génère beaucoup de règles, beaucoup d'alertes difficiles à investiguer. On parlait de SIEM, mais ils ont beaucoup de DR, ils ont beaucoup de NDR et tout ça, ce sont des sources d'alertes potentielles et qui fait que oui, effectivement, le volume aujourd'hui dépasse largement la capacité à traiter des SOC. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut outsourcer? Est-ce qu'il faut abandonner? Non, alors certainement pas abandonner, outsourcer en Il faut une revanche. autre IA. Il faut une autre IA, ça on en reparlera, je pense. Mais en tout cas, abandonner clairement pas. En tout cas, on essaie de démontrer justement qu'on peut s'en sortir quand même. Outsourcer a été une piste longtemps pour beaucoup de gens, effectivement, mais ça ne fait que transposer le problème, puisque du coup, plutôt que d'avoir le problème chez soi en tant qu'entreprise finale, bah, finalement, ce souci-là, on ne fait que le déléguer à un MSSP, un prestataire externe, qui va effectivement localement nous permettre d'absorber la charge, mais qui en réalité aura le même problème, aura même un problème pire encore, parce qu'il se retrouve sur plusieurs clients, sur des clients avec des contextes différents, des réalités différentes, des fois des systèmes. Hervé, tu mentionnais les SIEM, pas des SIEM complètement différents, et donc ça fait que oui, le problème perdure en réalité. Donc du coup, qu'est-ce que vous apportez dans ce paysage un petit peu cauchemardesque? Bon, on essaie d'apporter le meilleur d'espoir, on va dire ça comme ça. Mais plus sérieusement, alors la vocation de Kevlar, c'est précisément de résoudre ce problème-là, c'est-à-dire de développer une technologie qui est effectivement basée sur de l'IA. C'est un mot qui est assez flou, mais utilisons-le pour l'instant. Je reviendrai plus tard pour expliquer comment ça fonctionne. Mais disons que dans les grandes lignes, la logique, c'est d'être en capacité d'investiguer. Et de répondre à n'importe quel type d'incident potentiel. Dit autrement, quelle que soit la source de détection, un EDR quel qu'il soit, un SIEM quel qu'en soit le vendeur derrière, ou même des fois des humains. On a beaucoup de situations, par exemple, de mails remontés par des utilisateurs, notamment quand c'est le cas de grands groupes
en France ou ailleurs. Et la vocation de Kevlar, c'est justement d'être en capacité de traiter tous ces signaux, y compris les plus faibles, et donc de réduire à la charge pour les SOC analystes, de leur permettre de se concentrer sur une information de bien meilleure qualité, sur des incidents sérieux, qui sont du coup, comme je le disais, investigués de bout en bout par Kevlar, laquelle va aussi proposer des plans de remédiation à mettre en place. C'est-à-dire que toutes les datas arrivent sur Kevlar et sont filtrées. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un outil de détection, donc nous n'avons pas vocation à remplacer l'EDR du client, par exemple. Par contre, nous sommes un outil qui se veut extrêmement opérationnel. Et donc, nous recevons une alerte, imaginons qu'elle vienne d'un EDR quel qu'il soit. On va effectivement s'en saisir, donc Kevlar va se déclencher. Il y a des agents de Kevlar qui vont aller parcourir les différentes sources d'informations, un, auxquelles on a accès, et deux, qu'on estime utiles pour cette investigation en particulier. Donc les sources, ça peut être le SIEM, les logs firewall, les logs réseau, les logs de l'EDR en lui-même, de la threat intelligence, des outils de sandbox. On va vraiment mimer ce que fait un analyste humain dans la phase d'investigation. Simplement, ça va se faire de façon complètement autonome. Donc Kevlar reçoit l'alerte. En 2 minutes et demie, à peu près en moyenne, on a fait une investigation qui se veut transparente, explicable et précise. C'est-à-dire que la technologie a l'avantage d'être aussi fiable que des humains. Ça, c'est pas ce qu'on nous avait vendu comme étant le sort, ça ou... C'est une question qu'on a très souvent, pour le coup. Alors, au fond, c'est fondamentalement la même promesse, c'est vrai, mais c'est pas la même façon d'y parvenir. Les sorts, en fait, ne font que déplacer le problème de l'investigation, qui est encore une fois la partie la plus chronophage du travail du SOC. Ils vont la déplacer sur de la création de playbook. C'est un petit peu ce que j'évoquais au début. C'est-à-dire qu'un SOC, il va littéralement Ok, donc, falloir lui expliquer, tu fais ceci, puis cela, etc. Et la donc conséquence, ce sont du coup des investigations très courtes il y et en a, ils assez peu ont profondes. automatisé le travail du pentester. Toi, tu as automatisé le travail de l'analyste SOC premier niveau. C'est ça que tu veux dire? Alors, on a des clients qui utilisent Kevlar comme du L2, par exemple. On a Oui, la enfin, je chance dis premier aujourd'hui. niveau. Oui, alors tous les niveaux. Et puis, mais comment on va faire alors pour former les jeunes si on n'a plus besoin d'eux à cause de Kevlar? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, quand on a lancé Kevlar, on ne s'attendait pas fondamentalement à l'avoir, cette question. Mais on ne s'attendait pas non plus à avoir l'effet dont je vais parler. Il y a beaucoup de nos clients qui nous disent, justement, grâce à Kevlar, puisque Kevlar va faire toutes les investigations, va rédiger un rapport détaillé à la fin, qui se veut, comme je le disais tout à l'heure, explicable, et qui du coup a une vertu, c'est qu'il est didactique. Et donc, ça fait que notamment des analystes SOC juniors se retrouvent en fait à avoir quelque part un espèce de senior, en la personne de Kevlar, qui va les aider, entre guillemets. Donc, plutôt que d'avoir à contacter un L2 pour lui poser une question, bah, ils ont une investigation profonde, de qualité, j'insiste sur cette partie-là, et qui fait que justement, nos clients nous remontent que, au contraire, ça leur permet justement de former des SOC analystes juniors beaucoup plus vite, et ça accélère la courbe d'apprentissage. Mais vous avez fait comment pour apprendre? Vous avez espionné des centaines et des centaines d'analystes seniors pour voir comment ils travaillaient? Alors, ça dépend de quel système on parle. Fondamentalement, ça revient effectivement à ça. On le fait d'ailleurs en continu, hein. On a des mécanismes de feedback de la part de nos clients qui nous disent, bah, écoutez, là, pour le coup, ce sont des investigations qui sont moins bien faites que d'autres. Là, Kevlar a fait une erreur, etc., qui permet du coup un enrichissement continu. Ceci étant dit, on n'apprend pas sur les données du client. C'est un point qui est extrêmement important. On ne peut pas le faire techniquement, dans le sens où les données d'un client sont la propriété de ce client-là. Et il n'y a donc aucun risque en conséquence que Kevlar apprenne sur, je vais prendre deux exemples quelconques, Barclays au Royaume-Uni et transpose cette information-là chez la BNP en France, par exemple. Bah oui, mais alors vous faites comment? Alors, du coup, effectivement, je me rends compte que j'ai pas intégralement répondu à la question. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, ce qu'il faut garder en tête, c'est que jusqu'ici, j'ai utilisé le mot IA, dont je disais tout à l'heure que c'était un espèce de fourre-tout. Alors, il y a plusieurs IA dans le système global de Kevlar. Il y en a une au centre qui est particulièrement importante, qui est ce qu'on appelle l'orchestrateur. C'est une IA sur graphe, donc ça n'est pas un LLM. Beaucoup d'acteurs dans le milieu sont plutôt des technologies centrées autour du LLM. Nous, on a un choix un petit peu différent qu'on pourra commenter ensuite. Mais en tout cas, l'IA sur graphe, c'est l'IA centrale, c'est celle qui va décider des actions. C'est celle qui va faire le planning, en quelque sorte, de l'investigation, qui va dire, bon, bah, je commence par cette source de log, puisque j'y ai vu tel signal, bah, je vais pivoter sur celle-ci et continuer à faire cette opération jusqu'à ce qu'on converge. Donc ça, pour le coup, c'est une IA qui a en quelque sorte appris sur des playbooks, y compris des playbooks synthétiques de Kevlar. Et donc, en gros, on va modéliser une investigation comme un graphe, calculer des poids
sur chaque nœud du graphe, les nœuds étant les différentes entités, les différentes observables. Donc, par exemple, une adresse IP, un hash de fichier, un hostname, une quelconque entité informatique que l'on va voir dans l'investigation. Et on va coupler ça à différents agents, donc notamment des agents LLM qui, par exemple, vont faire de l'analyse sémantique poussée. Quand on a un corps de mail, imaginons qu'on soit sur un cas de phishing ou sur un cas mail au sens général, bah, ces agents-là vont se saisir du mail, aller en lire le contenu pour faire une analyse sémantique, pour détecter le ton du mail, etc. On a aussi des modèles de vision par ordinateur qui ont été entraînés en tant que tels, comme des CNN sur des datasets de vision et qui vont, par exemple, nous permettre de visuellement inspecter du contenu. Ça peut être des PDF, ça peut être des URL dont la threat intel ne nous dit pas grand-chose. Et donc, on va les ouvrir en sandbox et visuellement les inspecter. Donc, comme vous le comprenez, ce sont plutôt une collection de systèmes machine learning, tous entraînés pour un objectif spécifique et qui vont tous collaborer ensemble pour produire une investigation poussée, précise et explicable. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien compris, tu trouves une entité suspicieuse, par exemple. Tu vas chercher tous les liens qui sont en rapport avec cette entité, d'autres entités, une adresse IP, un nom de domaine, etc. Ça constitue un graphe. Oui. Et une fois que vous avez ce graphe, vous l'analysez avec un LLM, l'analyse, c'est Alors, ça? c'est pas exactement ça, c'est en bonne partie ça, mais globalement, on va démarrer avec l'alerte que l'on a au début. Ok, donc si on prend un exemple simple, on a un cas de mail. L'adresse mail de la personne qui a envoyé le mail, l'adresse IP, et puis potentiellement une pièce jointe, plus le contenu du mail, admettons. Donc ça, c'est ce qui va créer la version initiale du graphe. Donc on a 4 nœuds dans le graphe qui correspondent aux 4 entités que j'ai citées jusque-là. Et puis après, ce qu'on va essayer de faire, c'est au départ, ce graphe est assez peu connecté, puisque pour l'instant, on ne sait rien des entités et on ne sait pas quel lien elles ont entre elles. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer sur une entité parmi elles, admettons le corps du mail, parce que par ailleurs, c'est probablement ce qu'aurait fait un analyste humain. Et donc, sur ce corps de mail, on va appeler un LLM qui va analyser le contenu du mail, par exemple. Donc ça va nous permettre de détecter potentiellement que le contenu du mail est suspect, voire clairement qu'il y a une intention malveillante qui se dégage en lisant le mail. Et donc ça va potentiellement orienter l'IA de Kevlar. En fonction des marqueurs que l'on détecte sur l'entité en question, on va prendre des décisions. C'est un modèle probabiliste, c'est la fameuse IA sur graphe dont je parlais au début, qui va décider de l'action suivante. Donc, par exemple, l'action suivante, ça peut être, bon, bah là, j'ai une IP dont je vois qu'elle est malveillante. Je sais que j'ai par ailleurs accès au log réseau. Bon, bah, je vais aller voir si j'ai communiqué avec cette IP-là. Si je me rends compte que j'ai communiqué avec elle, OK, depuis quelle machine? Très bien. Bon, bah là, ça me fait un nouveau nœud dans le graphe. Je peux pivoter sur ce nœud immédiatement pour dire, OK, je sais que cet ordinateur a communiqué avec cette IP dont je sais qu'elle est malveillante. S'est-il passé quelque chose de dangereux sur cet ordinateur? Bon, bah là, je vais sur les logs de DR, etc. Donc, c'est finalement un raisonnement qui va mimer celui d'un analyste humain, qui a l'avantage d'être déterministe, puisque c'est l'IA sur le graphe qui le fait et pas le LLM, ce qui veut dire que si j'ai la même alerte, bah, j'ai de très fortes chances de faire le même chemin, de reprendre le même chemin, ce qui est plutôt une qualité. La cyber, au fond, et le SOC en particulier, surtout si on veut aller vers des technologies autonomes, ça reste un environnement de confiance. Il faut être capable d'expliquer les décisions et d'avoir des décisions les plus reproductibles possibles. Et c'est là justement où les LLM ont un défaut majeur, c'est que ce sont des fonctions de sampling. Ce sont littéralement des fonctions mathématiques qui vont échantillonner et qui, du coup, de facto, vont prendre des décisions différentes. On n'a pas ce problème avec les surgraphes. Donc, schématiquement, cet exemple que j'ai donné est évidemment simpliste, mais ça permet de comprendre un petit peu quelles actions et comment Kevlar va dérouler son investigation. Un point important dont j'ai fait fi, c'est que les clients ont le contrôle sur les sources que l'on va utiliser. C'est un point extrêmement important. Nous sommes une boîte française, européenne, qui du coup a évidemment par rapport à d'autres concurrents ailleurs des contraintes sur la partie RGPD, etc. Donc nos clients ont le contrôle sur les sources que l'on va utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez en tant que client dire ben moi, je veux que Kevlar, dans mon SIEM, n'ait accès qu'à l'index A, l'index B, l'index C. Je veux qu'elle n'ait accès qu'à cette sous-partie de ce que j'ai dans mon EDR. Je veux qu'elle utilise telle source de threat intelligence en particulier. Nous garantissons l'agnosticité aux sources et nous garantissons que, pour peu qu'on ait un périmètre de sources suffisant, ben on ira réaliser l'investigation la plus complète possible. Ouais, les moteurs derrière, c'est quoi? Parce que bon, j'imagine que l'entraînement il est fait chez vous, mais par contre, quand ça tourne chez le client, est-ce qu'il faut acheter des racks de GSPU? Est-ce que ça passe par des modèles externes? Est-ce que c'est du SaaS? Ouais, c'est du SaaS par défaut. Alors techniquement, les modèles sont propriétaires de Kevlar, sont la propriété de Kevlar. Sur la partie LLM, on peut plus ou moins utiliser la LLM du choix du client, parce que des fois, il peut arriver qu'un LLM ait
un contrat avec un cloud provider qui est commit sur une consommation, donc ça ne pose pas tellement de problème. Mais fondamentalement, notre mode de déploiement classique, c'est le SaaS, c'est-à-dire que c'est hébergé chez nous, on est SOC 2 compliant, on peut apporter toutes les preuves, les garanties de séparation à la fois logique et physique, des tenants isolés pour les clients, et ça permet effectivement aux clients de se défausser de la responsabilité de la scalabilité, puisqu'on a parlé tout à l'heure du volume d'alerte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement il y a beaucoup d'alertes, mais en plus, il peut y avoir des pics. Et ben, ces pics vont, dans le cas de Kevlar, engendrer du coup une utilisation plus poussée du cloud provider en question, et donc vont nous permettre de répondre avec un même SLA. Je vous ai annoncé 2 minutes et demie tout à l'heure. Ben, ça va nous permettre de maintenir ce SLA sans que le client n'ait à s'en soucier, fondamentalement. C'est une boîte noire complète où le client peut rajouter ses propres agents? Est-ce que vous avez des serveurs MCP, par exemple, ce genre de choses? Est-ce que le client peut faire de la customisation? Alors, oui. Alors, on n'a pas de serveur MCP, on va plutôt nous connecter au serveur MCP des autres, parce que c'est des sources d'investigation qu'on va utiliser. Par contre, oui, Kevlar est une API. C'est-à-dire que vous pouvez récolter n'importe quelle partie de l'investigation. Vous avez un JSON qui va vous résumer absolument tout ce qu'on a fait, les étapes par lesquelles on a passé, la partie qu'on appelle l'audit trail. On sait vous dire exactement quelles séquences d'actions ont été réalisées, pourquoi, quels logs ont été récoltés, quelles queries même ont été rédigées dans votre SIEM. Vous avez littéralement l'information la plus complète. Vous pouvez extraire tout ou partie. Vous pouvez l'injecter dans votre outil ticketing si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi utiliser la plateforme de Kevlar directement. Et puis après, sur la partie purement customisation, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'indiquer à Kevlar des sources à utiliser. Ça revient à limiter ou au contraire élargir le scope d'intervention de Kevlar. Donc en gros, vous contrôlez les frontières de l'investigation, mais vous n'avez, parce que vous n'avez ni playbook ni workflow à dessiner, vous n'avez pas à vous soucier de la logique inhérente. Et après, un dernier point qui est important, vous avez la possibilité d'ajouter du contexte. Et ça, c'est vraiment un levier de contextualisation, de customisation important, puisque vous pouvez personnaliser le comportement de Kevlar en disant, chez nous, ce comportement est un comportement normal. Donc peut-être que ces d'autres entités, ces d'autres organisations, c'est considéré comme malveillant. Chez nous, on considère que c'est normal. Cette liste d'observables, cette liste d'adresses IP correspondent à des IP d'un de nos suppliers. Imaginons qu'on soit, je sais pas moi, un constructeur automobile. Bah pour le coup, vous pouvez déclarer des listes de suppliers. Donc Kevlar se dira, OK, bon, bah, c'est normal que je les vois. Vous pouvez aussi dire, ce genre de serveurs sont utilisés dans ce contexte-là. C'est des serveurs de réplication de données. Donc Kevlar, ne t'inquiète pas quand tu les vois agir de la sorte. Donc tout ça, ça permet, sans jamais que Kevlar n'apprenne là-dessus, ça permet d'affiner le comportement de Kevlar pour qu'il ressemble plus à ce que vous souhaitez de la part de vos analystes. Mais ça se fait comment? C'est du no-code? C'est de la programmation? Il faut créer un agent? Il faut faire un prompt? Il faut... Alors, tout l'avantage de Kevlar, c'est qu'il n'y a justement pas de logique de programmation ni de logique de workflow. On ne veut pas en avoir. On n'est pas non plus un copilote, c'est-à-dire que vous n'avez pas à parler à l'IA de Kevlar, elle se veut parfaitement autonome. Par contre, sur la partie effectivement contexte, vous avez globalement deux façons de le faire. D'abord, du contexte structuré. À ce moment-là, vous pouvez littéralement dumper un CSV qui contient de l'information, on va le parser et essayer d'extraire ce qu'il y a dedans. Vous pouvez connecter Kevlar à une CMDB, à des outils quelconques que vous avez, pour aller récolter de l'information structurée sur votre contexte. Vous pouvez aussi donner des whitelists de noms de domaine, des whitelists de fichiers, etc., ou au contraire des blacklists. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement la partie non structurée qui, Nicolas, par rapport à ta question, par rapport à un des éléments que tu as cités, le non structuré, ça veut juste dire que c'est du texte libre. Et donc à ce moment-là, tu peux, toi en tant qu'analyste, mettre des commentaires en texte libre qui vont altérer le comportement de Kevlar et lui permettre, comme je le disais, d'affiner sa compréhension de la réalité. Oui, donc c'est quand même assez proche du prompt, quoi. C'est du texte. C'est relativement proche du prompt, mais par contre, on n'a pas à se soucier de comment ça va être utilisé. Il y a des logiques de filtrage chez Kevlar, etc. Vous n'avez pas à prompter, au sens le prompt sous-entend très souvent du prompt engineering. Là, c'est vraiment juste de l'information que vous allez mettre. L'exemple le plus parlant que j'ai en tête, c'est de dire, écoute, dans le contexte de l'organisation X, ces serveurs sont des serveurs de réplication 2D. Cette phrase suffit, Kevlar saura l'exploiter ensuite. Comment ça s'appelle chez Gartner? Ça a une catégorie particulière, ce type d'outil ou... C'est une bonne question. C'est une catégorie qui est relativement naissante. Je crois que pour l'instant, ils font référence en parlant de AI SOC. On est parmi les tout premiers à s'être lancé dedans. Ouais, mais là, Kevlar il date de 2023. faut que tu inventes le nom puis que tu payes Gartner pour être tout de suite numéro 1. Plus sérieusement, ça me semble énorme. Il y a combien d'annéums de développement dans l'application? Alors déjà, c'est une application, un développement continu. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on continue à injecter beaucoup de ressources puis dedans. ça date d'il y a déjà pas mal d'années. Mais justement, en termes d'annéums, pour que les gens se rendent compte, vous êtes combien? Vous développez depuis combien de temps? Donc il y a combien d'annéums de développement?
Keller est une boîte qui a bientôt 3 ans. Et nous sommes aujourd'hui 47 personnes, essentiellement basées en France, mais on a quelques personnes en Allemagne et on a quelques personnes Oui, au mais ça, c'est Royaume-Uni pour notamment. le commerce. Mais Non, non, on côté... a une partie produit. ok. On a des équipes produits, notamment au Royaume-Uni. Euh, Parce que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on est une boîte qui se veut européenne, qui pense qu'on peut faire émerger un champion européen en cybersécurité, qu'il n'y a pas de raison de se limiter à chaque D'accord. fois Et aux mêmes donc, acteurs. combien d'années-hommes de développement? 3 ans. Ça fait 3 ans du coup que nous sommes dessus. Oui, oui, mais ça peut être 3 ans à 3 ou Ah, 3 ans à 10. c'est un Donc, si calcul tu que j'ai veux, jamais fait pour le ça fait coup. 9 ou 30 années-hommes. Ouais, ouais, C'est je vois la pour se question. rendre compte. Alors, sachant qu'il y a Non, non, aussi c'est le contrôle beaucoup plus que qualité, la 9. non-régression, là. Ouais, ouais. Non, écoutez, alors, j'ai jamais fait le calcul en tant que tel. Faudrait que je regarde l'ancienneté des gens pour vous dire. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui plus de la moitié de nos effectifs qui sont des ingénieurs, qui sont clairement sur la partie IA, à développer le moteur central, à améliorer la qualité des investigations, la stabilité, l'explicabilité, etc. Donc, si je devais comme ça à la louche dire, ça fait 3 ans, on doit être à une trentaine d'années hommes, peut-être un petit peu plus. Et tous les mois, on ajoute du coup 20 mois hommes de travail là-dessus. On a une vingtaine d'ingénieurs. Et quand un client veut tester votre technologie, comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Déjà, on les pousse à le faire. Pour une raison simple, c'est que, de manière générale, un truc qui nous a choqué, j'ai expliqué tout à l'heure que je ne venais pas, et c'est vrai de notre CTO aussi, du milieu de la cyber, on a été surpris au début par des fois quelques promesses difficiles à mesurer. Et donc, on a essayé de construire un système qui est plus facilement mesurable. On peut mesurer un ROI de Kevlar en quelques semaines. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que on va définir avec nos clients un environnement de test. Quand je dis environnement, ce que je veux dire par là, c'est la production chez le client. Donc, on ne teste pas sur des sandbox, on teste vraiment sur des alertes réelles de nos clients. Par contre, on va limiter un scope. Par exemple, ils vont nous dire, bah, moi, j'ai envie de tester Kevlar sur mon EDR parce que il est verbeux, parce qu'il a trop de faux positifs, parce que mes analystes en ont marre d'investiguer, ou au contraire, je vais le faire sur du mail ou de l'identité, peu importe. Et donc, on va déployer Kevlar pour ce client, donc la connecter. Et puis les investigations peuvent démarrer. Et en gros, en l'espace de 2, 3 semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester Kevlar en parallèle du setup de nos clients. Donc ils ont leurs outils d'investigation, leur SIEM, leur SOAR, leurs analystes, enfin quel que soit le setup sur lequel ils ont passé des années de tuning très souvent, bah, ils vont tester ça par rapport à Kevlar en termes de vitesse, en termes de précision, c'est-à-dire dans quel pourcentage de situations Kevlar fait-elle des erreurs par rapport aux erreurs faites par le setup actuel. Et puis globalement, on mesure la performance et on fait une décision à l'issue de ça. Donc vous êtes des experts de l'IA. Est-ce que tout le logiciel est vibe codé ou pas? Alors, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. J'ai pas forcément la visibilité. Tout ou non. Il y a peut-être des parties. Peut-être. On utilise nous-mêmes pas mal l'IA en interne pour le coup, parce que c'est un outil formidable. On pense pas du tout que ce soit la panacée. Et je pense que aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle beaucoup d'IA générative en particulier. C'est presque devenu synonyme, ce qui est en partie une erreur. Et justement, j'expliquais tout à l'heure l'architecture sous-jacente de Kevlar. On ne confond volontairement pas LLM et IA. Il y a des tas de modèles de machine learning qui ont des avantages par rapport à LLM. LLM, comme je le disais, ne sont pas la solution à tout. Mais oui, on beaucoup de promesses, ils en tiennent un certain nombre. Là, aujourd'hui, vous êtes déployé dans suffisamment de SOC qui utilisent suffisamment d'outils différents pour que tu aies une idée des circonstances dans lesquelles c'est le plus et le moins intéressant. Hmm. Par rapport à certains EDR ou par rapport à certains SIEM, est-ce qu'il y en a pour lesquels l'utilisation de votre outil est vraiment plus intéressante que dans d'autres cas? Alors, Ou, ou par rapport à des NDR par rapport aux ouais, EDR, ou les ouais. EDR par rapport au SIEM, ou le Je pense que mélange? comparer EDR à SIEM, c'est relativement compliqué. Par contre, clairement, on peut comparer les EDR entre eux. Aujourd'hui, on sait globalement dire, d'ailleurs j'en parlais aux assises à un prospect euh, qui s'apprêtait à acheter probablement le meilleur EDR du marché, qui était très surpris de savoir que ils étaient quand même à 30, 40, voire 70% de faux positifs en fonction de comment c'est tuné. Après, c'est un secret pour personne, mais c'est bon à savoir. Donc oui, non, on sait clairement dire, parce qu'on le Oui, voit dans mais la donnée. grâce à vous, il n'y a plus les faux positifs. Alors justement, effectivement, c'est vrai. Donc le ROI Donc, peut être plus important en fonction des outils. et Maintenant, ça ne tient pas qu'à ça, hein. Ça tient aussi à la qualité de la télémétrie de il n'y a l'outil. pas des fournisseurs d'EDR qui veulent faire des bundles avec vous? Non, pas encore. Il y a plusieurs gens qui veulent potentiellement faire des bundles avec Kevlar. Nous, on cherche à maintenir notre aspect agnostique, ça c'est important, parce que notamment pour nos clients MSSP, vous savez, aujourd'hui, on travaille avec deux typologies de clients. Soit des entreprises
type CAC 40 ou DAX en Allemagne ou aux États-Unis aussi, plutôt du Fortune 500, ou de l'autre côté, des MSSP. Et donc, notamment pour les MSSP, cet aspect d'agnosticité est important parce que ça leur permet d'avoir des clients sur des stacks différents. Et donc, maintenir un niveau de performance le plus possible égal entre les stacks, c'est une promesse de valeur importante. Et donc, pour revenir à ta question, Hervé, clairement, oui, on voit qu'il y a des écarts de performance qui viennent du taux de faux positif, des fois des outils, des fois du taux de faux négatif aussi. Il peut arriver qu'un outil détecte quelque chose que les autres ne verraient pas. Et puis, ça vient aussi de la qualité de la télémétrie. Il y a clairement des outils qui ont des informations meilleures que d'autres. Et on le voit en particulier sur les EDR. Sur les SIEM, c'est peut-être un petit peu différent parce que ça dépend beaucoup de comment c'est configuré. Il y a toujours une partie configuration dans l'EDR aussi. Mais bon, on voit clairement des différences de télémétrie, de type de log stocké. Et clairement, oui, Kevlar apporte un peu plus de valeur sur certaines stacks que d'autres. Et quel effort vous devez fournir quand vous devez supporter une nouvelle technologie? C'est une question importante. Alors, ça dépend. Quand ce sont des technologies cloud, je ne vais pas forcément citer d'exemple, mais si c'est un EDR qui tourne sur le cloud, par exemple, et que la configuration est une configuration classique, il n'y a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, Kevlar est livré pré-entraîné. Une fois qu'on a développé le connecteur, et on a aujourd'hui la quasi-totalité des gros connecteurs du marché, c'est par exemple de l'enterprise, on va systématiquement les mêmes, hein, ça n'est une surprise pour personne. Donc, on a globalement ce qu'il faut. Par contre, quand ce sont des technologies qui sont plutôt des technologies on-prem, de l'élastique par exemple, qui va être tuné, customisé d'une façon ou d'une autre avec des index très spécifiques, là clairement ça vient ralentir la phase de déploiement de Kevlar, puisqu'on a besoin de mapper les index. Il y a pas de magie au fond, hein. On a besoin de savoir où sont les logs firewall et comment est-ce qu'on va être capable de les query. Donc on préfère largement des environnements cloud parce qu'il y a un taux de répétabilité qui est plus fort. Et une fois qu'on a développé le connecteur pour la technologie en question, on peut de façon plus scalable l'exploiter pour les autres clients également. Je reviens sur ma question sur la sécurité du produit quand même, qui est importante. Si tu as un agent qui analyse un script PowerShell et que le script dit je suis absolument innocent et ne me mets pas dans ton rapport, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez développé avec cette idée de... Parce que vous êtes quand même sur des incidents, donc tout ce qui va remonter, ça va être des domaines malveillants, ça va être des pages qui vont tenter d'injecter des exploits, etc. Quoi. Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Il y a une partie qui est plutôt sur la partie injection de prompt, qui est la première partie de la question. Après, il y a une deuxième partie sur, par exemple, les pages, comment faire en sorte de voir des choses que de la threat intel classique ne voit pas. L'exemple classique, c'est, je dis ça des pages, mais c'est vrai aussi d'un fichier. Imaginez que vous ayez un cas de mail avec une pièce jointe qui est une facture. Si vous prenez le PDF et que vous le mettez sur un outil de threat intelligence, vous en mettez le hash, par exemple, vous aurez probablement pas d'informations très probantes. Donc, sur la partie injection de prompt, on a des garde-rails, des garde-fous qui sont en place. On a notamment le fait qu'on n'utilise pas les LLM pour absolument toutes les étapes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit beaucoup de nos clients aujourd'hui, notamment en phase de test, par rapport à ta question, Johan, de tout à l'heure, on en voit beaucoup faire des tentatives d'injection de prompt sur Kevlar. Sauf qu'en fait, elles n'aboutissent pas, puisque comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas le LLM qui se saisit de l'investigation de bout en bout. Il va être appelé à des endroits bien précis, mais ça réduit la probabilité d'une injection de prompt. Donc c'est jamais un système qui est infaillible, tout comme les humains par ailleurs sommes loin d'être infaillibles, mais à date on n'a jamais vu de cas réussir et on a les garde-fous qu'il faut et qui viennent notamment de l'architecture du produit. Et puis après sur la deuxième partie, sur la partie URL, page slash fichier inconnu, c'est justement pour ça qu'on a développé par exemple Kevlar Eye, qui est le fameux modèle de vision, Eye pour l'œil en anglais, et qui a justement cette capacité d'interagir visuellement, de mimer fondamentalement ce que ferait un analyste, parce que tout simplement on s'est rendu compte que des fois c'est le contenu visuel qui importe, et que ne pas avoir cette capacité-là, ça prive Kevlar d'un point de données qui, mis aux côtés des autres, peut lui permettre des fois de détecter une activité malveillante. Est-ce que ça fait gagner de l'argent à vos clients? Parce que, ça tourne en 2 minutes 30, mais enfin, tu vois des étudiants qui laissent leur clé d'API Gemini sur Internet. En une journée, ils ont 55 000 $ de facture. Donc, faut peut-être... je sais pas... quels sont les coûts de fonctionnement derrière de l'IA, mais c'est réputé pour être assez cher, quoi. Alors, en particulier l'IA générative. Et justement, un des effets de notre architecture, c'est qu'on a un système qui est beaucoup plus optimisé d'un point de vue coût pour nous, je veux dire, et donc de facto pour nos clients ensuite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
Kevlar, encore une fois, on ne va pas simplement prendre une alerte, on va envoyer un LLM, encore moins des LLM en recherche approfondie ou ce genre de choses qui du coup vont consommer effectivement beaucoup de ressources en computing et donc par conséquence beaucoup d'argent. On a, comme je le disais, un système qui est plus intriqué que cela, qui très souvent va utiliser plutôt des modèles de machine learning bayésiens qui sont infiniment plus efficaces que de l'IA générative, que des LLM à chaque fois. Est-ce que nos clients font de l'argent? Faut leur demander. Je pense que oui. C'est pas forcément la vocation première de l'outil d'ailleurs. On ne se positionne pas nécessairement comme un outil de cost cutting. On est plutôt un outil qui veut aider à résoudre un problème qui est Non, celui de l'alerte fatigue. c'est pas du cost cutting, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire quand tu es un MSSP, finalement, bon, avant que tu changes ton prix et que tu le baisses, bah, si tu fais beaucoup moins travailler tes analystes, tu augmentes ta marge. Absolument. Non, mais ça, c'est vrai. Mais c'est particulièrement vrai des clients MSSP. J'expliquais tout à l'heure que les MSSP, c'est à peu près 50% du go-to-market aujourd'hui de Kevlar. Donc, sur un client enterprise, c'est pas nécessairement la proposition de valeur qui va les intéresser. Mais par contre, oui, sur les MSSP, ils auront de meilleurs SLA pour leurs clients. Finaux, c'est quand même une proposition importante pour eux. Et effectivement, ils viennent optimiser l'effort humain. Et donc, à nombre d'analystes, par exemple, égal, ben, on peut aller chercher des clients additionnels. Ce qui, effectivement, revient peu ou prou à dire qu'on a de la marge plus saine, de la marge additionnelle. Or, le secteur du MSSP au global est un secteur qui se veut très compétitif de plus en plus, et on est très ravis de pouvoir continuer à travailler avec les MSSP européens ou ailleurs, parmi lesquels certains sont littéralement les plus gros mondiaux. Je suis un peu surpris d'apprendre que tu n'as pas de background en cybersécurité, que tu as fait du machine learning. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Fuis. C'est une bonne question. Alors, pour vous raconter un petit peu l'anecdote derrière, on est tombé avec Hamza, du coup, notre CTO, dans le milieu il y a quelques années de cela, en 2018. On avait participé à l'époque à un hackathon où le but était de faire de l'IA qui faisait de la détection de malware. Et bref, je vous passe l'histoire, mais on s'en était très bien sorti. C'était un hackathon à l'époque organisé par Huawei en France. Parce que il se voyait comme un concurrent des gros cloud providers et il cherchait notamment à se développer en Europe. À l'époque, il commençait à plutôt bien percer. Et bon, je vous ai parlé des détails, mais en gros, on a gagné le premier prix du hackathon et on a battu les benchmarks de leurs chercheurs en interne. Pas tous les benchmarks, mais un nombre suffisant pour qu'ils s'intéressent à ce qu'on a fait. Donc, ils ont fini par acheter l'IP, nous offrir de rejoindre leurs équipes. On a décliné à l'époque parce qu'on n'avait pas très envie d'aller s'installer à l'autre bout du monde, mais c'est comme ça qu'on est tombé littéralement dans ce milieu-là. Et depuis, on est resté convaincu que IA et cyber, ça rimait pas trop mal. Et puis, honnêtement, en menant un peu l'enquête, en parlant juste à des gens sur LinkedIn, parce que c'est vraiment comme ça que Kevlar a démarré, on s'est rendu compte qu'il y avait un sous-segment de la cybersécurité qui s'appelait les SOC, que je ne savais, pour être franc, même pas lire à l'époque, je prononçais ça SOC, et les gens se fichaient de moi en call. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a découvert le milieu. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème, un problème dont on pensait qu'on pouvait le résoudre, et que ce problème n'était pas un mal français, parce que c'était notre réaction au début, c'est de dire, bon bah, en France, on sait pas faire. On s'est vite rendu compte que c'était un problème plutôt européen, voire même mondial, en parlant à des prospects, à des SOC analystes aux États-Unis. Et donc, on s'est dit, bah, c'est un problème qu'on doit être en capacité de résoudre, et ça fait 3 ans qu'on y voue une bonne partie de nos journées et souvent de nos nuits. En fait, j'étais curieux de ton rapport d'étonnement. Tout à l'heure, tu disais par exemple, dans la cybersécurité, vous achetez des produits ou des solutions sans forcément benchmarker le ROI, par exemple. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est un peu... tu es comme un enfant qui vient avec sa candeur et qui dit ce qu'il voit. Et si tu as d'autres choses pour surpris en entrant dans le milieu de la cybersécurité, ça m'intéresse. Bah, merci pour le compliment. Je crois que c'était Einstein qui disait que pour aller loin, il fallait garder un esprit d'enfant, s'émerveiller mais et questionner tout ce qui nous entoure. surtout que c'est tout à fait juste, hein. Moi, je suis toujours surpris des dépenses complètement disproportionnées qui sont faites dans des outils qui apportent rien. Mais Bah, dans la c'est- cybersécurité, ça a été de tout temps comme ça. Mais c'est parce qu'en partie, on positionne la cyber un peu comme une assurance, donc il est difficile souvent de voir les résultats. Euh, on a la chance d'être dans un sous-segment de la cybersécurité défensive où pour le coup, il est facile de mesurer les ROI. Vous décrivez littéralement un protocole expérimental tout à l'heure et c'est encore une fois ce qu'on exhorte la totalité de nos prospects, de nos clients à tester, parce que déjà pour nous, ça nous fait du feedback. Ça nous permet d'améliorer éventuellement des zones d'ombre de Kevlar. Et puis pour eux, ça leur permet d'avoir l'esprit plus tranquille sur ce qu'ils achètent. Pour revenir à ta question, Nicolas, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui m'ont surpris en cyber. Si,
un espèce de défaitisme européen qui, moi, personnellement, m'exaspère. Non, mais vraiment, je vois pas de raison pour laquelle Oui, on alors serait là, incapable c'est surtout Nico, hein. Moi, moi, j'y crois, hein. Non, mais nous, pour le coup, on pense que on peut faire émerger des champions en Europe. On peut gagner, et d'ailleurs, on l'a fait chez Kevlar contre des concurrents Bon, venus des États-Unis, et etc. alors pour ça, est-ce que tu essayes de vendre au Brésil, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, enfin, tu vois, dans les pays Ouais. chez qui tes concurrents peuvent être moins accueillis Hmm. que d'autres? Ah, c'est une bonne question. À date, non, parce qu'on est très petit, on est 46, c'est Bon, vraiment petit alors, pour et adresser un marché aussi gros. En Europe, t'as essayé dans quel pays? Voilà. Par contre, voilà, en Europe, alors on s'est depuis le tout début de Kevlar défini comme une structure, comment dire, qui ne joue pas particulièrement la carte de la souveraineté. Je m'explique. Je viens de dire à l'instant que nous étions fiers d'être européens. Par contre, on va pas demander aux gens d'acheter Kevlar entre guillemets exclusivement parce qu'on est français ou parce qu'on est européen. Et donc depuis le début, en l'occurrence, on a eu des clients en Suède, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, bientôt en Espagne et aux États-Unis. Pour une boîte qui a 3 ans d'existence en cyber, dont 2 premières années vouées exclusivement au développement du produit, parce qu'on ne commercialisait pas Kevlar avant 2025. C'est plutôt pas trop mal. Maintenant, il y a encore beaucoup de pages à écrire, beaucoup de chapitres à écrire dans l'histoire de l'entreprise. Alors, quelles vont être les prochaines étapes? Ah ben, Ah, vendre si aux tu- Américains le plus cher possible. Effectivement, non, mais nous, on pense qu'on peut gagner contre nos concurrents américains, y compris aux États-Unis. On l'a déjà fait, hein, Oui, non, non, mais et là, on je va disais, continuer à le faire. comme prochaine étape, parce que, si tu veux, une des difficultés enfin, une des réalités plutôt que je constate en Europe, c'est que bah, la plupart des boîtes européennes finissent à être des boîtes américaines. Ah, alors ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Est-ce que, Hervé, ton point, c'est qu'elles se font racheter par des boîtes américaines, Oui, elles se ou font est-ce racheter qu'elles par des boîtes déménagent? américaines. En cyber, effectivement, c'est particulièrement vrai, c'est vrai. C'est vrai des Israéliens aussi, hein, qui très souvent se font absorber par les Américains, mais c'est une logique différente. Ils ont une profondeur de marché qui est quand même plus faible que la nôtre. Euh, c'est pas particulièrement la stratégie de Kevlar, loin de là. Maintenant, c'est difficile de dire de quoi l'avenir sera fait, effectivement. Par contre, ce dont je peux vous parler sur le court terme, c'est que clairement, nous, on va aux États-Unis, on continue à se développer en Europe, hein. On considère que l'Europe est comme je le disais à l'instant, un marché très profond, mais on va aller se mesurer aux Américains, en particulier l'année prochaine, chez eux. Parce qu'encore une fois, on pense que si on veut faire émerger la meilleure technologie, c'est vraiment notre ambition, il n'y a pas de raison de se cacher, entre guillemets, derrière un play défensif, entre guillemets. Ok, Ahmed, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Euh, Bah, c'était déjà une belle conclusion, ça. Bah non mais je pourrais presque conclure sur ça. Vraiment, nous et d'ailleurs j'insiste par rapport à la question de Nicolas tout à l'heure, c'est peut-être euh, l'ignorance du début ou la folie de la jeunesse ou que sais-je, mais voilà, on pense que en tout cas le match n'est pas joué nécessairement d'avance et que on peut avoir une avance technologique. On pense que c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. On a été, comme je le disais, comparé à la quasi-totalité de nos concurrents américains, que ce soit plutôt des boîtes établies ou des startups un peu de taille similaire. On a systématiquement gagné et on pense que ça tient à deux choses. Une meilleure technologie, fondamentalement, et puis une meilleure approche go-to-market. On a faim, on pense qu'on peut faire émerger quelque chose de significatif. Il faut savoir se donner les moyens, c'est pas toujours facile. C'est vrai que les Américains, par exemple, sont souvent mieux capitalisés. Maintenant, bon, c'est pas non plus une raison d'admettre la défaite avant d'avoir joué jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Kevlar. Bon, et bien, Ahmed, on te souhaite bonne continuation. Ah oui, Merci. puis ça fait plaisir à entendre. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Merci grand plaisir. contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.